Donc la dernière partie de ce grand 3, un empire fragilisé par la contestation européenne. Bon, dans un premier temps, la France de Napoléon va multiplier les conquêtes. C'est votre carte, page 15 dans le manuel. Donc multiplication des conquêtes. Comme vous le voyez donc sur la carte du manuel que j'ai affichée également sur l'écran. Donc la politique de conquête qui a été commencée sous le Directoire est poursuivie par Napoléon Bonaparte puis par Napoléon, avec des grandes victoires militaires entre 1802 et 1811 qui assurent à la France une domination quasi totale sur l'Europe continentale. Donc cette Europe, il va y avoir plusieurs finalement niveaux de domination. D'abord, il y a la France, des 130 départements, donc que l'on voit ici, donc une France très vaste. Donc ces 130 départements sont des territoires qui sont annexés à la France, où les lois françaises sont appliquées. Et puis, il y a toute une série d'États vassaux que vous trouverez, donc c'est en orange foncé. Donc ces États vassaux sont donc des États qui sont soumis à la France et à la tête desquels Napoléon a placé des membres de sa famille ou des princes soumis. On va trouver notamment le royaume d'Espagne, où il va mettre à sa tête son frère, mais également en Italie ou à Varsovie. Donc, dans tous ces grands-duchés de Varsovie, ici, hein, on a également des protectorats et dans toute cette Europe napoléonienne sera diffusé le code civil, des codes civils sur le modèle du code civil de la France. Donc, reste hostile à la France et peuvent continuer la lutte contre la France napoléonienne, eh bien, le Royaume-Uni. Hein. Le Royaume-Uni, l'Angleterre, qui est en guerre, mais elle est à ce moment-là, elle est seule, et Napoléon tente un blocus continental, hein, donc afin de ruiner l'Angleterre et de pouvoir la soumettre de cette façon-là. Alors cette domination, elle va s'accompagner de l'émergence du sentiment national dans les pays dominés. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, hein, cette émergence du sentiment national, parce que ça va expliquer l'Europe du 19e siècle et la constitution d'États-nations en Europe après la chute de Napoléon. Alors, la présence militaire en Europe, qui s'accompagne de violence, politique de soumission, de répression, provoque donc des soulèvements populaires. Alors, on peut prendre l'exemple de l'Espagne. En Espagne, Napoléon veut imposer Joseph sur le trône. Or, la population va se soulever et d'une révolte célèbre à Madrid, de la population madriale, qui sont le 2 et le 3 mai 1808. Et donc, vous avez ici la représentation par le peintre espagnol Goya de la répression extrêmement violente qui a suivi cette révolte, mais jamais finalement Napoléon et Joseph ne réussiront à soumettre l'Espagne qui continuera, dont la population continuera de se révolter durant toute la période de domination. Alors ce tableau est extrêmement important dans l'histoire de la peinture. Bon, on remarquera, on en a déjà parlé, hein, vous voyez ici au centre la figure christique, avec les bras en croix et le blanc, l'éclairage. On en a déjà parlé hein, de cette mise en scène héroïsante qu'on peut retrouver dans l'art. Alors, la présence française favorise l'émergence également d'un sentiment national en Russie ou en Prusse, où on a, ou en Italie, où on a effectivement des révoltes contre les armées napoléoniennes. Donc, ceci nous amène
au petit 2, la fin de l'Empire. Alors à partir de 1812, les problèmes vont se multiplier et notamment à la suite. Donc déjà, il y avait un revers en Espagne, je viens de l'expliquer, mais en 1812, Napoléon lance la campagne de Russie. Cette campagne tourne à la catastrophe, au fiasco. Pour l'armée française, fiasco militaire mais fiasco humain également. Donc avec ce célèbre passage, ce célèbre épisode qui est la référence aux troupes napoléoniennes lorsqu'elles ont passé la Bérésina sur des ponts de fortune. C'est des ponts qui sont construit par l'armée, juste pour passer, eh bien, vous voyez, on est en plein hiver, les soldats, les grognards, comme ils sont appelés, de Napoléon, vont mourir de froid, sont mal équipés, mal ravitaillés, et ils vont, pour grand nombre d'entre eux, mourir lors de cette campagne de Russie, et particulièrement lors de cet épisode du passage de la Bérésina. Donc le fleuve ici, c'est la Bérésina, et vous voyez ces soldats qui se noient dans le fleuve gelé. Alors, la défaite de Napoléon en Russie provoque une nouvelle coalition européenne, puisque Napoléon, la puissance napoléonienne s'affaiblit, qui bat Napoléon à Leipzig, dans la bataille de Leipzig en 1813. Et face à l'invasion de la France, Napoléon abdique en 1814. Et c'est le retour d'un roi issu de la famille de Bourbon, puisque c'est le frère de Louis XVI lui-même, Louis XVIII, qui est proclamé roi des Français. Alors, pour donner l'explication, il n'y a pas de Louis XVII, parce qu'en fait, Louis XVII, c'est le dauphin, le fils de Louis XVI, qui est mort en fait dans la prison du Temple. Et pour les royalistes, il est considéré comme un roi, puisqu'il a survécu à la mort de son père, il est mort après. Donc c'est lui, Louis XVII, c'est pourquoi le frère de Louis XVI est nommé Louis XVIII. Donc il est dans un premier temps exilé sur l'île d'Elbe, Napoléon, mais il va réussir à faire un débarquement et à reprendre le pouvoir pour une courte période en France, qu'on appelle les 100 jours. On est en 1815. Louis XVIII s'enfuit. Napoléon reconquiert la France, il est acclamé en libérateur par une bonne partie de la population qui regrette et nostalgique de cette époque où la France était si victorieuse et dominatrice. Mais l'armée doit faire face à une coalition à nouveau européenne. Et le 18 juin 1815, c'est facile de se rappeler, c'est un 18 juin, comme l'appelle du général de Gaulle, les Français sont battus à Waterloo, donc en Belgique actuelle. Napoléon abdique à nouveau, et cette fois-ci, il ne reviendra plus sur le trône. Il est déporté sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud, bien loin, qui est une île qui appartient aux Anglais, pour pas qu'ils refassent le coup de revenir comme depuis l'île d'Elbe, puisque l'île d'Elbe est en Méditerranée, et il meurt en 1821 à Sainte-Hélène. Alors, conclusion. La Révolution française comment a-t-elle transformé la nation française? D'abord, le bilan. La période de la Révolution française marque une rupture profonde en France. C'est vraiment une rupture majeure. De nouveaux hommes s'emparent du pouvoir. Ils cherchent à construire une nouvelle nation, sur des fondements totalement nouveaux, avec des valeurs nouvelles, qui sont les principes des Lumières, qui sont édictés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La période révolutionnaire a donc joué un rôle clé dans la construction de la nation, et pour 3 raisons, c'est ce que je vous ai indiqué. D'abord, elle parachève l'unité nationale, elle termine l'unité nationale. Elle met fin aux particularismes locaux, administratifs. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'unification des poids et des mesures, qui est un exemple simple, ou la création des départements qui sont tous de la même taille et qui... donc le territoire français est divisé
en unités administratives qui sont construites sur la même base. Donc, ça met fin aux particularismes locaux, aux particularismes d'Ancien Régime. La Révolution accélère aussi la prise de conscience de l'appartenance à une communauté nationale, c'est-à-dire l'idée, effectivement, chez les Français, est très fortement renforcée pendant cette période, d'appartenir à une nation. Donc, le sentiment national en France est vraiment renforcé. Et enfin, sur le plan politique, évidemment, hein, la Révolution permet le transfert de la souveraineté du roi à la nation. Et donc, la nation devient un acteur politique majeur qui va devenir progressivement et par à-coups tout au long du XIXe siècle la source de la légitimité du pouvoir, de la souveraineté. Donc en ouverture, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la Révolution, est-ce qu'elle est achevée en 1789, en 1815? Bien, en fait, je viens de le dire, tout le XIXe siècle est marqué par la restauration de la monarchie, par d'autres révolutions qui se réclament de 1789, on va le revoir. Et puis, l'occupation française en Europe a des conséquences extrêmement importantes sur l'histoire politique du continent. Car en occupant l'Europe, la France, pendant la période révolutionnaire et pendant la période napoléonienne, va exporter les idéaux de la Révolution. Elle va exporter le code civil, etc. Et donc, il y a l'idée que le libéralisme en politique, la démocratie libérale va faire son chemin progressivement partout en Europe, mais aussi le fait que le rejet de l'occupation française, déjà sous la période révolutionnaire, sous la période républicaine et ensuite sous la période napoléonienne, va entraîner dans les pays espagnols, russes, etc., eh bien, le nationalisme, l'idée qu'un peuple forme une nation et que cette nation, finalement, elle doit exercer elle-même le pouvoir, elle est la source du pouvoir et elle se différencie des autres par un certain nombre d'éléments, parmi lesquels on va trouver l'histoire, la langue, etc. Donc ça sera l'histoire du 19e siècle, tout ça. Bien, nous avons enfin terminé cet énorme morceau 1789-1815. Vous avez bien travaillé. On continuera à travailler en classe et à la maison en distanciel, puisqu'on passe au mix distanciel présentiel, avec 50% du temps. Donc, ce qui oblige évidemment à des adaptations importantes, mais on continuera toujours un petit peu sur le même fonctionnement, de façon à vous faire acquérir au mieux à la fois les connaissances et les compétences de l'année de première.